Philosopher, c'est penser par soi-même, mais pas tout seul. Oui, André Comte-Sponville est de retour dans Ces choses tendres que la vie. Le célèbre philosophe trace un clair chemin avec des questions d'actualité. La politique est-elle finie? Est-il absurde de parler de guerre de civilisation? Ou encore, les cultures sont-elles toutes égales? C'est un livre d'entretien avec François Lyonnais. Bonsoir André Comte-Sponville, merci d'être avec nous. Cet ouvrage paraît aux éditions Albin Michel. Alors, le titre, disons-le, est beau, hein, Ces choses tendres que la vie, mais quand on voit cette actualité, vous avez bien entendu vu il y a quelques instants cette image, que ressentez-vous? On a le sentiment que la vie est tout sauf tendre. Alors d'abord, le titre est emprunté à une phrase de Montaigne qui écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». On dit tendre dans cette phrase-là est à prendre au sens de fragilité. Et de ce point de vue, la mort de cet enfant illustre au contraire la fragilité et je dirais la tendresse que ça nous inspire. Donc mes réactions, comme n'importe qui, c'est l'émotion, la colère, le sentiment d'une injustice effroyable. D'autant plus, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, qu'il s'agit d'un enfant. Et je crois que l'émotion planétaire que ça suscite confirme qu'au fond, pour chacun d'entre nous, les enfants sont ce qu'il y a à la fois de plus précieux et de plus fragile, là encore de plus tendre, au sens que Montaigne donne à ce mot. Et donc, c'est eux qu'il faut protéger d'abord. Troisième observation, il s'agit d'une image. Ce n'est pas le premier enfant migrant qui soit mort, ni même qui soit mort noyé, mais là, il y a une image. Alors tant mieux si elle fait réfléchir, si elle suscite un peu plus de générosité, mais attention de ne pas mesurer l'importance d'un événement à la présence d'une image. Quatrième observation, je m'arrête là parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne voudrais pas être à la place de François Hollande et d'Angela Merkel. Moi, j'ai du respect pour l'un et l'autre, mais comme c'est difficile. Et je crois que ce qui se passe, qui est atroce en ce moment, mais confirme d'une part que l'Europe, malgré tout le mal qu'on en dit chez nous, est une région du monde plutôt favorisée, où en gros, il fait bon vivre, il y a de la misère, de l'injustice, mais c'est quand même mieux qu'ailleurs, et qu'il est très difficile pour les dirigeants politiques européens d'assumer leur devoir d'humanité, de solidarité avec ces malheureuses personnes, et en même temps, c'est aussi leur boulot, de défendre les intérêts de leur pays. Et là, on n'est plus seulement dans la morale, on est aussi dans la politique. Voyez. Et voilà, donc je ne voudrais pas être à leur place. Ils font un métier vraiment très difficile. Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne peut y avoir de solution qu'européenne. Et c'est pourquoi je suis content que Mme Merkel et François Hollande tentent à aller dans cette direction. Alors dans votre livre, vous évoquez votre parcours depuis votre enfance. C'est un tableau aussi de votre philosophie. Il y a notamment le bonheur, l'art, la civilisation, la politique. Il y a aussi les médias. Et là encore, c'est d'actualité. Vous avez cette phrase, le marché de l'information est en réalité bien plus souvent un marché de l'impatience et de l'ignorance. Oui, alors c'est vrai que ce livre est au fond une autobiographie intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai profité des questions de François Lyonnais pour en dire beaucoup plus sur moi-même que je n'avais jamais fait, en tout cas publiquement. Et alors, notamment, il m'interroge sur mon rapport à la presse. Alors, je suis un grand consommateur de journaux, télévisés, presse écrite. Mais ce qui me frappe, au fond, c'est que n'importe quel magazine ou journal que vous essayez de lire 2 ou 3 mois après sa parution, vous tombe des mains. Alors que vous l'avez lu 2 mois plus tôt, avec passion. Pourquoi? Parce qu'il veut parler de choses dont on ne connaissait pas encore le résultat. Typiquement, aujourd'hui, les journaux nous parlent en France que de l'élection présidentielle en 2017. Imaginez une fois qu'on saura qui a été élu président en 2017. Tous ces articles écrits en 2015, en 2016, n'auront plus aucun intérêt. Ils seront caducs. Autrement dit, c'est le pas. Oui, ils seront caducs parce que ce qui faisait l'intérêt du lecteur, c'était justement qu'il nous parlait de quelque chose dont personne ne connaît la vérité, à savoir qui sera président de la République en 2017. Et c'est aussi un petit peu un piège, parce que du coup, au lieu de vendre ou de donner de l'information, c'est-à-dire de la connaissance, de la vérité, on vend, si j'ose dire, de l'ignorance, un peu comme dans les romans à suspense, qui n'ont d'intérêt que parce qu'on ne connaît pas encore la fin, si vous voulez. Alors, le suspense en littérature, c'est un genre plutôt mineur, justement parce qu'il fonctionne à l'ignorance. Attention de ne pas enfermer le journaliste dans ce genre mineur d'un journalisme à suspense. Rappelons que le vrai travail d'un journaliste, ça n'est pas de nous faire fantasmer sur ce que personne ne sait encore, mais de nous livrer un peu plus d'informations, de connaissances, de vérité. Alors justement, contrairement à un scrutin à une présidentielle, prenons une notion, celle de civilisation, qui est souvent sur le devant de la scène médiatique. Vous réfutez
en tant que philosophe, l'idée de choc des civilisations et vous tentez de mettre en œuvre ce que vous appelez un relativisme éthique. Et vous dites aussi, dans le même temps, qu'il faut arrêter aussi de dire que toutes les civilisations se valent, ou du moins que toutes les cultures se valent. Pourquoi ? Mais d'abord, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles se valent toutes. Où est-ce que c'est écrit « tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité » Bien sûr, mais ça ne prouve aucunement que toutes les civilisations sont égales en fait et en valeur. L'une de mes raisons principales de refuser cette espèce de politiquement correct de « toutes les civilisations sont égales », c'est que si c'était vrai, on ne pourrait penser aucun progrès civilisationnel. Oui. Parce que le progrès suppose que c'est mieux à tel ou tel moment que ça n'était avant. Autrement dit, je pense que l'invention de l'écriture, c'est un progrès civilisationnel. Je pense que l'abolition de l'esclavage, c'est un progrès civilisationnel. Autrement dit quoi ? Autrement dit, une civilisation qui connaît l'écriture et qui a aboli l'esclavage est supérieure à une civilisation sans écriture et qui pratique l'esclavage. Attention, vous allez me dire, mais c'est un point de vue d'occidental européen. Oui, c'est pour ça que je suis relativiste. Je ne prétends pas dire la vérité dans l'absolu. Encore une fois, je ne suis pas le bon Dieu. Mais je ne suis pas non plus un traité d'anthropologie comparée qui se contenterait de décrire. En tant qu'individu, j'ai besoin d'agir, donc de juger. Et pour juger, il faut oser énoncer des jugements de valeur. Et bien voilà, mes jugements de valeur à moi, alors qu'ils sont relatifs, qui ne valent pas dans l'absolu, mais les miens, c'est qu'une société laïque, démocratique, humaniste, qui respecte l'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains, hommes et femmes, vaut mieux et supérieur à une société intégriste, fanatique, totalitaire ou machiste. Et vous le dites dans ce livre, page 276, pour vous nourrir de votre philosophie, puisque vous le dites, on pense par soi-même, mais pas tout seul. Vous écrivez, page 276, je dis moi-même combien Swami Prajnapad, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est un savant indien, un sage indien même, combien ce savant m'importait davantage que la plupart des maîtres spirituels européens. Mais cela va bien au-delà de Marcel ou moi. Vous dites, si vous ignorez tout du bouddhisme, du confucianisme ou de l'islam, il manque quelque chose d'important à votre culture d'occidentale. Oui, bien sûr, parce que la mondialisation, alors qui est d'abord un processus économique, a aussi cet avantage qu'elle entraîne une mondialisation civilisationnelle. Vous parlez de Kusaï tout à l'heure. Écoutez, un occidental qui ignore tout de la peinture de Kusaï, il manque quelque chose à sa culture d'occidental. Ouais. La Terre est une, l'humanité est une, et donc nous avons cette chance, grâce aux médias, entre autres, aux livres, de pouvoir connaître toutes les civilisations. Alors c'est vrai que Swami Prajnapad, qui est un sage indien, est très certainement le maître spirituel dont je me sens le plus proche. De même que Nelson Mandela m'éclaire davantage que, évidemment, la plupart de nos politiques européens. Et ça n'est pas parce que l'un est indien, Prajnapad, l'autre sud-africain, évidemment, Nelson Mandela, que je devrais ne pas me reconnaître en eux. Moi, je suis un humaniste et l'humanité est une. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme disait Terence, et je crois que nous avons besoin de ça et que, en l'occurrence, l'époque le permet. Alors, la mondialisation économique pose un certain nombre de problèmes à nos vieux pays riches, c'est vrai, mais je crois qu'elle est d'abord pour l'humanité une opportunité. La pauvreté n'a jamais reculé autant à l'échelle du monde que depuis 30 ans, c'est quand même une bonne nouvelle. Et surtout, il y a cette mondialisation civilisationnelle. Moi, ce que j'oppose au choc des civilisations, au choc prétendu des civilisations, c'est l'idéal d'une civilisation mondiale, laïque, démocratique, respectueuse des droits de l'homme. Sauf que, André Comte-Sponville, la philosophie a de moins en moins de place dans nos sociétés, en tous les cas occidentales. En France, rappelons qu'elle n'est enseignée comme discipline qu'à partir de la terminale, et encore, certains dirigeants politiques, il n'y a pas si longtemps, voulaient ne l'enseigner qu'aux filières littéraires, par exemple, et non pas scientifiques. En revanche, il y a la religion qui est omniprésente dans le débat public. Comment l'expliquez-vous d'un point de vue philosophique ? Pourquoi la religion est présente dans nos journaux, sur nos télés ? Pourquoi est-ce que c'est le cas ? D'abord parce que philosophiquement, la religion est une question importante. Moi, je suis athée, comme vous le savez, mais ça veut dire que à la question Dieu existe-t-il, je réponds non, d'autres répondent oui, mais ça veut dire que la question est intéressante. Deuxièmement, je ne crois pas du tout que la philosophie soit absente ou en déclin. Au contraire, les éditeurs vous diront que les livres de philosophie se vendent mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, où ce qu'on lisait à l'époque, c'était plutôt des livres de sciences humaines, sociologie, ethnologie, psychanalyse. Non, je crois qu'au contraire, il y a une grande appétence de nos contemporains pour la philosophie, aussi parce que, constatant alors, ce retour du religieux, qui n'est pas un problème en soi, mais surtout ce retour du fanatisme, de l'intégrisme, de la violence, du terrorisme parfois, nos contemporains ressentent le besoin d'une réflexion libre, ouverte, apaisée. Au fond, ce qu'on appelle les Lumières. Voilà. Le retour du religieux, ça n'est pas un problème en soi, les gens ont le droit de croire en Dieu.
la montée du fanatisme, c'est un problème. Et bien, ce qu'il faut opposer au fanatisme, c'est bien sûr la prudence, la vigilance, des mesures de police, mais c'est aussi l'amour de la raison, de la liberté, de la tolérance, autrement dit, l'idéal des Lumières. Alors la philosophie, oui, mais aussi l'action. Vous étiez le 11 janvier à la Grande Marche à Paris, après les attentats qui ont frappé l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et l'Hypercacher en région parisienne. 7 mois plus tard, 8 mois plus tard quasiment, disons, quel regard portez-vous sur l'état de la société française? On a le sentiment qu'elle est toujours sous cette chape de plomb, sous une sorte de malaise, religion ou pas, fanatisme ou pas. Mais il y a un malaise. Et en vérité, moi, je l'avais ressenti un petit peu dès cette manifestation, alors qui était considérable. Je n'avais jamais vu, le 68ard que je suis, n'avait jamais vu une aussi grosse manifestation, et de très loin. Et en même temps, reconnaissant que c'est pas toute la France qui était là. Alors, je dirais pas que c'était la France blanche. Il y avait évidemment des minorités visibles, comme on dit aujourd'hui, mais quand même peu nombreux. Et d'ailleurs, je peux comprendre le malaise d'un Français musulman, par exemple, à soutenir un journal qui crache sur le prophète à longueur de numéros. Il y avait moins de pauvres aussi. Hein. Elle n'était pas que singulière par son aspect ethnique. Elle était aussi classe moyenne. Je vous raconte une anecdote. Un de mes amis m'expliquait que pour aller manifester au centre-ville, il habite en région, en province, il devait traverser la proche banlieue. Et lui venait de la banlieue résidentielle, un peu bourgeoise, un peu bobo. Traversant la proche banlieue, ils se sont fait siffler, injurier par l'habitant de la banlieue, qui eux n'étaient pas du tout Charlie, mais qui étaient contraires, plutôt contents finalement de l'attentat contre Charlie Hebdo. Mon ami arrive au centre-ville, retrouve ses voisins, là on est un peu entre soi, et découvre que tous ses voisins votent Front National. Il me dit, je suis parti de là, j'avais le moral à zéro. Alors, c'est une caricature, c'est réel, mais c'est un extrême, un cas extrême, mais ça dit quelque chose du malaise que vous évoquez, et c'est pour ça qu'on a besoin de réflexion. Parce que je crois il est urgent d'imposer un peu de recul, de sérénité, d'intelligence contre l'opposition des fanatismes et des dogmatismes. André Comte-Sponville, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde et d'avoir philosophé un quart d'heure durant ces choses tendres que la vie. Entretien avec François Livonnet, édition Albin Michel. Merci à vous, André Comte-Sponville. Merci à vous.